avec quelques minutes de pause, on arrivait à avoir une image assez fidèle de la réalité. Mais en même temps, c'est ça la double réalité, c'est qu'en même temps cette image ment. Déjà, bien avant le numérique, c'est loin d'être la réalité. Vous voyez ce boulevard du Temple à Paris, il paraît complètement vide, alors qu'il y a eu beaucoup de mouvements au contraire. Il y a eu des piétons, des chevaux, des calèches, etc. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que le temps de pause étant lent, ils n'ont pas eu le temps d'imprimer, si vous voulez, l'image, et donc ils ont disparu. Et alors, pour le côté anecdotique, pour la petite histoire de la photographie, on aime bien ça, ce souvenir. Donc il y a le monsieur qui se fait cirer les chaussures, et donc ces deux personnages ne bougeant pas, ils ont pu marquer l'image. Donc ce qui fait que, ce qui est intéressant avec cette photo, c'est qu'en même temps on a une photo très réaliste, et en même temps qui ne dit pas toute la réalité. Et la photographie c'est toujours ça, c'est cadrer un petit bout du monde, un petit bout de la réalité, et par les choix qu'on va faire, des paramètres qu'on va voir après, en fait, on va donner une impression de flou, de netteté, de profondeur, de jeu sur la lumière, et on peut vraiment transformer complètement la réalité. Donc c'est ça qui est fascinant dans la photographie, c'est que c'est en même temps très proche de la réalité, on photographie des choses qui existent vraiment, et en même temps on peut en faire un peu ce qu'on veut. Alors, je vais revenir justement aux différents types d'appareils photo pour comprendre qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que vous avez comme appareil photo pour savoir ce que vous pouvez faire avec. Je fais toujours des parallèles entre l'argentique et le numérique parce que l'argentique étant les bases de la photographie nous permet de mieux comprendre le numérique actuellement, sachant que l'appareil photo numérique a été inventé en prenant comme modèle la photographie argentique. Le but étant que les photographes qui étaient en argentique aient envie de s'intéresser à ce nouveau médium qui est le numérique. Donc, il y a toujours des parallèles à faire et c'est intéressant de voir quel est l'intérêt justement des deux côtés. Alors, à gauche, on a un vieil appareil photo compact argentique qui est de la marque Leica. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était une grande marque, enfin c'est toujours, elle existe toujours, elle fait encore des appareils photo numériques. C'est une grande marque d'appareils photo. C'est des appareils photo qui étaient utilisés énormément par les professionnels. Et à côté, j'ai un compact numérique qui a déjà quelques années, on voit qu'il a 10 mégapixels, ça a augmenté, qui n'a pas d'intérêt pour les professionnels. Alors, ce qu'il faut savoir pour les appareils photo compacts, c'est que en numérique, c'est des appareils qui sont très limités, alors qu'en argentique, ils sont beaucoup plus performants. Pourquoi? Ce qui est important en premier dans la photographie, pour la qualité de l'image qu'on peut faire, c'est avant... on pense souvent justement aux objectifs, à la marque et des choses comme ça. C'est vraiment le capteur numérique ou le négatif argentique, donc le support qui enregistre l'image. Donc en argentique, ce support c'est la bobine de film 24-36. Donc on dit 24-36, c'est le format proportion 24 sur 36 mm qui viennent du cinéma, c'est les proportions d'image du cinéma. Et en fait, cette bobine, donc ce film qu'on achetait, on mettait le même qu'on l'utilise dans un compact, dans un réflexe. Donc le support qui enregistre l'image étant le même, la qualité d'image ne changeait pas, on est un compact ou un réflexe. Là, vu que c'est un compact de bonne qualité, avec une bonne optique, d'une bonne marque, c'était utilisé beaucoup par des photographes de rue, tels Douaneau, Bouba, des photographes Henri Cartier-Bresson, des photographes qui aimaient des appareils petits, légers, qu'on peut trimballer facilement, faciles à utiliser, discrets aussi, parce que je vais parler après en réflexe, il y avait la question du bruit. Alors qu'en numérique, ces appareils-là, ont la problématique du capteur qui est trop petit. Et le capteur petit, c'est comme dans les téléphones, tout appareil petit format qui fait des photos, mais je vais y revenir après, c'est en train de changer, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les hybrides, qui sont des nouveaux appareils photo, qui n'ont pas ce défaut-là. Mais sinon, ces appareils photo, ils ont un capteur plus petit. Donc en fait, au début du numérique, on a surtout vanté la quantité de pixels de l'appareil photo. C'était au départ 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16. Et donc il y a eu une surenchère comme ça. Maintenant, c'est moins mis en avant, parce qu'ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, augmenter le nombre de pixels d'un appareil photo, ça ne suffisait pas et qu'on était limité au niveau qualité d'image. On n'arrivait plus, on avait rien de mieux. Et que c'était juste en augmentant la taille physique du capteur qu'on pouvait réussir à avoir une meilleure image. Donc ils ont un peu arrêté d'augmenter le nombre de pixels et ont augmenté la taille réelle du capteur. Donc ce qui est intéressant, justement, entre les compacts et les réflexes, c'est souvent, donc, sauf ces nouveaux appareils hybrides qui sont en train d'arriver et qui coûtent encore très cher,
Donc voilà, c'est la nouvelle génération. Mais voilà, excepté ces appareils-là, entre le compact et le réflexe, l'intérêt du réflexe, c'est d'abord la taille du capteur qui est plus grande. Et donc, la taille physique du capteur étant plus grande, ça va nous donner une meilleure qualité d'image pour agrandir. Ça va nous donner plus de possibilités de jouer sur la profondeur de champ. Je vais y revenir, c'est le rapport entre le flou et le net dans l'image. Et ça nous permet aussi de pouvoir, après, quand on veut retravailler son image, avoir plus de possibilités, parce qu'au départ, on a une image qui est plus lourde et avec plus de définition. Alors, l'intérêt de la taille par rapport à la taille du capteur, c'est vraiment cette idée que quand vous avez un capteur qui est petit, si vous faites des photos avec votre téléphone, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'en général, tout avait le même degré de netteté. On n'arrive pas à faire une photo avec un personnage net et l'arrière-plan très flou, par exemple. Ça, c'est vraiment dû à la taille du capteur. Donc, c'est une chose très importante quand on achète un appareil photo. Et donc, comme je disais, c'est en train de changer. On a de plus en plus d'appareils photo avec des capteurs plus grands. Et dans vos appareils photoréflexes, vous avez en général un capteur qui est encore relativement petit par rapport aux réflexes professionnels, qui sont qu'on appelle des réflexes full frame, plein format, parce que ça, c'est des réflexes qui ont un capteur qui fait la même taille qu'un négatif argentique, donc 24 sur 36 mm. Ce qui fait qu'on a encore une plus grande qualité d'image. Donc voilà, ça c'est les différents appareils photo pour savoir ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc j'y reviendrai après, mais ça va vraiment jouer sur cette possibilité de jouer avec du flou, du net dans l'image, et qui est une des grandes particularités de la photographie, c'est de jouer avec des plans de netteté différents. Alors, tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est des appareils photo petit format. Il existe ensuite du moyen format. Le moyen format, on a un vieux réflexe. Là, par exemple, c'était des films, donc ça c'était en argentique, des films qui font 6 cm de large, des bandes comme ça, et qui font des photos carrées. C'est un appareil où on regardait par au-dessus. Donc, pour vous photographier, je suis comme ça et je vois mon image comme ça. Donc, vous avez peut-être déjà vu ce type d'appareil photo. Donc là, au lieu d'avoir un négatif qui fait 24 sur 36 mm, il fait 6 sur 6. Donc, plus grande image, plus grande capacité d'agrandir plus, et de jouer sur aussi le flou et le net. Il existe aussi, ça c'est la marque Hasselblad par exemple, il existe aussi d'autres marques d'appareils photo moyen format numérique. Donc là, on va mettre un dos numérique qui a un capteur plus grand. Donc il y a aussi plusieurs tailles de capteurs, mais qui est plus grand encore que dans le réflexe. C'est ce qui est utilisé principalement pour la photographie publicitaire et la photographie de mode. Donc c'est vraiment des appareils qui sont encore très coûteux, qui ne sont pas des appareils avec lesquels on se balade dans la rue, par exemple, c'est plutôt des appareils de studio, et qui permettent d'agrandir quand on voit des publicités, la taille d'un immeuble, etc. C'est vraiment ce qui est utilisé principalement dans la photographie commerciale. Et puis il existe encore deux types d'appareils photo, un peu plus marginaux, j'ai envie de dire, qui sont grand format. Alors grand format, ça veut dire que c'est le seul appareil photo qui n'a pas de boîtier. Au lieu d'avoir un boîtier, il y a ce système de soufflet. Donc ça paraît très ancien, mais c'est encore utilisé. Beaucoup dans la photographie plus artistique, quand on veut agrandir beaucoup une image, et aussi pour redresser les perspectives. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de photographier un bâtiment en hauteur avec votre appareil photo. Vu que vous êtes en contre-plongée, les perspectives sont déformées. Avec ce type d'appareil photo, on peut redresser et mettre l'objectif parallèle au bâtiment. Alors on va pouvoir faire des photos de bâtiments en redressant et en ayant des perspectives qui sont droites. Donc c'est d'autres types d'appareils photo. Il existe un dos numérique pour cet appareil photo, mais qui scanne en fait, qui fait l'image en plusieurs fois. Donc c'est aussi utilisé en publicité quand on veut faire aussi du très grand format, mais qui ne convient pas du tout à une photographie plus spontanée. Il y a ce que j'appelle les antiquités, le Polaroid qui a disparu puis qui revient, donc qui a été utilisé aussi dans la photographie artistique pour son aspect, les couleurs, enfin, le style qu'il donne, un peu aléatoire aussi, on ne maîtrise pas tout. Et le Pocket, ces appareils photo jetables qui existent toujours, on peut trouver à la FNAC des jetables argentiques qui sont en carton ou en plastique, très basiques et qui permettent de faire des photos avec le réglage midi. Alors, bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc je vous explique. Il y a 3 paramètres à connaître, donc je vous les explique séparément. Et puis après on les remet ensemble et on essaye de voir comment pratiquement faire des photos avec, d'accord? Donc déjà, ce qu'il faut c'est comprendre d'un point de vue théorique à quoi ils servent séparément. Donc
le premier, le plus facile, j'ai envie de dire, c'est la sensibilité du capteur. On l'appelle l'ISO. Donc l'ISO, dans votre appareil photo, souvent vous pouvez le régler, par défaut il est souvent en ISO automatique, ISO A, mais sinon vous pouvez le régler, et il va souvent de 100 ISO, alors ça dépend un peu de l'appareil photo, 3200 ISO ou 6400, ça dépend, c'est l'ISO maximum. Et donc vous avez une échelle, avec souvent 100, 200, 400, 800, on voit très bien, 1600, 3200, et vous avez quelquefois quelques intermédiaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le capteur, il est fabriqué pour recevoir une certaine quantité de lumière, mais en changeant l'ISO, la sensibilité, vous pouvez le rendre plus sensible ou moins sensible à la lumière. Exemple, vous faites des photos l'été, au soleil, en vacances, il y a beaucoup de lumière, donc vous avez besoin d'un capteur qui soit peu sensible à la lumière, mais qui réagit vite, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Donc quand il y a beaucoup de lumière, vous mettez un ISO bas, autour de 100 ISO. 100 ISO, c'est soleil, extérieur, vraiment été. Maintenant il y a du soleil, mais déjà un peu plus ouvert. Maintenant on va plutôt mettre 200 en extérieur. 200, c'est toujours extérieur, mais avec des nuages ou des parties un petit peu à l'eau. Ensuite, si vous faites des photos en extérieur, mais qui fait plus couvert, vous mettez 400. En intérieur, quand c'est lumineux, c'est aussi 400. 800, c'est quand ça devient sombre, par exemple maintenant. Tout ce qui est en intérieur, quand il n'y a presque plus de lumière du jour, vous mettez 800 ou plus. Alors, jusqu'où on peut aller et qu'est-ce que ça va changer. Donc, le choix de l'ISO va dépendre de l'endroit où vous faites votre photo. Mais il faut savoir qu'il y a des limites. Il y a dans un appareil photo aussi tout ce qui est un peu marketing, c'est-à-dire que même si votre appareil photo peut monter par exemple jusqu'à 3200 ISO, ça ne veut pas dire que vos photos à 3200 ISO elles seront encore bonnes. Ça veut dire que quand vous faites des photos à 3200, elles seront de mauvaise qualité, pas belles, surtout si vous les imprimez. Donc ça dépend aussi, si on veut juste les garder de manière numérique, quelquefois c'est supportable. Mais dès que c'est très sombre, alors on a une mauvaise qualité d'image. Et souvent c'est dû à ça. Enfin c'est une des pistes, quand vous avez une image de moins bonne qualité, tout d'un coup, vous ne comprenez pas. Donc c'est l'intérêt de ne pas laisser l'ISO en automatique, mais de changer soi-même. Ça vous permet de voir un peu le résultat, et puis de savoir que, en général, vous pouvez aller à l'avant-dernier. Si votre appareil va jusqu'à 3200, vous savez que c'est correct jusqu'à 1600. Si vous avez, voilà. Et ça dépend, en fait, ça dépend surtout de l'âge de votre appareil photo. Parce que c'était le gros défaut du numérique au début. Quand ils ont sorti le numérique à 400, il y avait déjà une moins bonne qualité. Donc les photographes ont dit c'est quoi ce nouveau truc, c'est nul. Ils ont travaillé. Maintenant, les nouveaux appareils photo, je parle des appareils photo professionnels, ont des qualités de capteurs qui permettent de monter l'ISO et de faire des photos quasi dans le noir, meilleures qu'en argentique. Donc ça a dépassé pour la sensibilité l'argentique. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous pouvez un peu tester, mais en général, si votre appareil photo a jusqu'à 1 an, moins de 2 ans, vous pouvez facilement monter jusqu'à 1600 ISO. Si votre appareil photo a 4 ans, 5 ans, c'est 800 maximum en général. C'est ça que je donne comme moyenne. Et après, bah voilà, vous faites des photos, puis vous regardez sur votre ordinateur, vous agrandissez à 100%, et aussi pour voir vraiment la qualité de l'image agrandie à 100%, vous regardez un peu ce que ça donne, et si ça vous convient, bien. C'est-à-dire que c'est toujours personnel. Si on trouve que c'est bonne qualité ou mauvaise qualité, ça dépend. Si c'est pour faire de l'expo, si c'est juste pour envoyer des copains, enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire. Mais il faut savoir aussi, donc quand on monte trop l'ISO, il y a un bruit, donc un défaut qui apparaît dans les pixels. Pareil, ce bruit, donc on appelle ça du bruit, vous voyez peut-être quelquefois des réductions de bruit, c'est ça, c'est lié à l'ISO. Les appareils plus récents, ça va beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'il y a moins de bruit, c'est-à-dire quand la qualité est moins bonne, ça ressemble plus à du grain photographique, donc c'est plus acceptable, j'ai envie de dire. Donc il faut un peu tester, et particulièrement quand vous faites des photos dans les zones sombres, si vous photographiez des parties un peu sombres, et que vous montez en plus l'ISO, c'est dans les parties sombres que vous allez voir les défauts, c'est-à-dire ici sur une photo, donc ça c'est un agrandissement, c'est plutôt là qu'on va avoir des photos que dans les parties claires de l'image. Donc si vous voulez vraiment vous rendre compte de ça, il faut regarder dans les parties sombres de l'image. Donc ça c'est la première chose, le premier paramètre à régler. Pour le régler, en fait c'est assez simple. Vous arrivez dans un endroit, c'est la première chose à penser. Vous y pensez une fois, et vous le laissez pour toutes les photos pareil. Vous n'allez pas commencer à changer l'ISO de photo en photo, parce que là, vous allez voir, il y a d'autres choses à régler. Et l'ISO, c'est vraiment, juste si vous passez de l'extérieur à l'intérieur, vous changez l'ISO.
Mais sinon, vous le réglez une fois pour toutes quand vous êtes dans un lieu. Bon, si vous voyez avec les autres paramètres que ça ne va pas, c'est que vous êtes peut-être trompé d'ISO. Mais au départ, vous prenez ce que je vous ai donné comme échelle, vous dites, bon, ici, ok, vous mettez 400 et vous restez à 400. Donc, c'est un paramètre qui ne demande pas d'être remis en question pour chaque photo. Alors, le deuxième paramètre, c'est la vitesse d'obturation. Alors, l'obturateur, c'est un volet qui se trouve à l'intérieur de l'appareil photo, qui protège votre capteur. Il est devant le capteur, et c'est des petites lamelles, comme un store, qui vont se relever et se rabaisser, pour laisser passer la lumière au moment où vous appuyez sur le déclencheur. Donc, il s'ouvre, et il laisse la lumière entrer pendant un certain laps de temps. Et ce temps s'appelle la vitesse d'obturation. En général, dans vos appareils photo, vous allez pouvoir, vous avez le choix entre énormément de vitesse, allant de 30 secondes jusqu'au 4 millième de seconde. Alors il faut savoir que dans la manière dont c'est représenté, souvent, quand c'est des secondes, vous avez les deux petites apostrophes qui vous disent bien que c'est des secondes. Parce que 30 secondes, c'est pas la même chose que 1/30 de seconde, évidemment. Et quand vous avez juste un 30 sans rien d'autre, ça veut dire une seconde divisée par 30. Alors, par rapport à ces vitesses, on s'y perd souvent un peu parce qu'on a plein de vitesses, il y en a énormément. Je vais commencer par les plus basses. Si vous allez après 30 secondes, vous avez la pause B, qu'on appelle bulb. Ça, c'est quelque chose d'un peu particulier qui permet de faire des photos de nuit, par exemple. Quand on veut faire un très long temps de pause, donc plus que 30 secondes, on appuie et on choisit le temps et on peut, dans ce cas-là, on utilise plutôt une télécommande, et on peut déclencher, par exemple, pour voir les étoiles bouger dans le ciel, ou quand on veut faire des temps de pause comme ça, plusieurs heures. Ou ça peut être utilisé pour faire, par exemple, des photos d'orage ou des choses comme ça. Ou, alors dans ce cas-là, vous allez laisser ouvert jusqu'à que l'orage soit passé et vous refermez. Donc ça, c'est plus aléatoire, enfin, non pas aléatoire, mais c'est vous qui décidez du temps d'exposition. Après, toutes les vitesses lentes, allant jusqu'à, je dis en général, 1/30 de seconde. Toutes les autres vitesses, il faut utiliser un trépied. Sinon, vous allez bouger, toute votre photo va être floue. Au moins de vouloir faire un flou volontairement avec... parce qu'il existe plein de flous en photographie. Mais le flou du photographe, en général, on essaye de l'éviter. Et donc, toutes les vitesses qui sont en dessous, 1/30, c'est une moyenne. Ça dépend des gens, ça dépend de l'état dans lequel on est au moment de faire sa photo. Ça dépend de la focale. Si vous utilisez un téléobjectif, le téléobjectif, vu que je vais aller photographier juste une personne au fond, le tout petit tremblement ici va se répercuter au bout, ça sera plus vite flou. Donc ça dépend de toute une série de choses. Mais en photo standard, 1/30 de seconde, normalement vous pouvez faire des photos nettes. En dessous, faites attention. Quand vous voyez que vous avez une vitesse plus lente, méfiez-vous. Toutes les vitesses au-dessus, jusqu'au 4 millième de seconde, sont des vitesses où vous pouvez faire les photos sans avoir de problème technique, on va dire. Et ça va jouer, première chose, ça va jouer sur la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo, évidemment. Ce volet, s'il reste ouvert longtemps, il y a beaucoup de lumière qui rentre. S'il reste ouvert très peu de temps, il y a très peu de lumière qui rentre. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vous dirai après comment le choisir selon la lumière, selon ce que vous avez de votre appareil. Mais ça va avoir aussi une influence sur un sujet en mouvement. Exemple, cette dame qui fait du vélo, on voit qu'à une vitesse d'un 30e de seconde. Donc un 30e de seconde, ça vous paraît rapide, c'est une seconde divisée par 30. Mais en photographie, c'est une vitesse relativement lente, le 30e de seconde. Donc un 30e, vous voyez, c'est très flou. Un 60e, c'est un petit peu plus net. Un 125e, encore plus net. Et 250e, là, elle est vraiment nette. Donc le principe, c'est quoi? Quand vous photographiez un sujet en mouvement, si vous voulez qu'il soit flou, alors vous mettez une vitesse relativement lente, donc ça veut dire entre le 30e, je parle si vous n'avez pas de trépied, sinon vous pouvez aller plus bas, entre le 30e et le 125e de seconde, on va dire, qui sont des vitesses plutôt lentes. Et si vous voulez figer le mouvement, alors vous mettez des vitesses rapides. Alors, le principe est assez simple. Le plus compliqué, c'est en pratique, parce que ça va dépendre du sujet. La dame qui fait du vélo, ça va, mais une voiture de course au 250e de seconde, elle ne sera pas nette. Il faudra mettre une vitesse encore plus rapide. Donc ça dépend évidemment de la vitesse du mouvement. Et ça dépend aussi de la distance du sujet par rapport à nous. Pour comprendre, un avion, il passe très vite, mais il est très loin de nous, donc il est toujours net sur notre photo. Okay? Donc ça, c'est les choses où il faut pratiquer. Si vous avez envie d'avoir un peu des flous d'un certain type de sujet, avec des gens qui marchent, par exemple, il faut essayer à différentes vitesses pour trouver la bonne
moins le flou qui vous convient. Alors, différents exemples de jeux sur la vitesse. La première en haut avec le policier. Alors là, pour faire ça, il faut vraiment un peu tester, parce que le principe, c'est de réussir à avoir le policier bien net, les véhicules qui sont à l'arrêt bien nets, mais en même temps, tout ce qui est en mouvement, très flou, presque disparaître, ou en tout cas d'avoir juste des traces qu'on ne les voit pas trop. Et donc, pour obtenir ça, voilà, ça demande de tester, ça dépend de la distance, au sujet, comme on disait, etc. Et donc, c'est une vitesse qui va être relativement lente pour pouvoir avoir ces effets de flou. Okay. Deuxième ici, la dame dans la rue. Alors là, pour faire ce genre de photo, tout est net au niveau du décor, mais le personnage qui passe est flou. Là, il faut une vitesse lente, et il faut peut-être mettre l'appareil photo sur un trépied. Là, peut-être que le photographe s'est calé dans un coin, arrêté de bouger, un peu à la limite, au 20e de seconde. Voilà, et vraiment les vitesses qui commencent à être très lentes. Ou bien il a mis un pied, comme ça il est tranquille, il est sûr de ne pas lui bouger, et donc que le décor soit bien net. Et donc les effets de flou, évidemment, quand des personnages sont en mouvement, on peut avoir un petit peu flou ou très flou. Alors il faut faire attention, on voit que son pied arrière, on le voit un tout petit peu, il est quasi inexistant. Et si on fait des vitesses vraiment trop lentes, on a des personnages qui sont plus que sur un pied. Le pied arrière, quand on marche ou qu'il bouge, il disparaît complètement. Donc il y a aussi des effets particuliers qui arrivent quand on joue avec ces vitesses. Ensuite, l'eau qui coule. Ça, voilà, pour vous entraîner, vous choisissez de l'eau qui coule. Vous vous mettez à un endroit où il y a de la lumière. Donc vous choisissez une jolie fontaine et vous essayez de la faire en vitesse rapide, vitesse moyenne, vitesse lente. En vitesse rapide, même si vous avez beaucoup de lumière, vous allez pouvoir faire vraiment les vitesses millièmes de seconde ou plus. Et alors là, vous allez pouvoir voir vraiment tous les détails des gouttelettes d'eau, vraiment un arrêt sur l'image. Des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, tellement c'est rapide. Vitesse moyenne, on sent que l'eau coule, mais sans effet particulier. Et avec une vitesse lente, la photo là le montre un peu, mais vous avez peut-être déjà vu vraiment des rivières où l'eau ressemble vraiment à un voile comme ça. Ça devient vraiment une matière, un tissu. Et donc pour faire ça, il faut une vitesse lente et donc poser l'appareil photo sur un trépied. Parce que là, on a un petit peu l'effet, mais ça peut être beaucoup plus impressionnant. Donc pour comprendre la vitesse, c'est un bon exercice. Alors là, j'ai une photo qui contredit ce que j'ai dit avant, qui est qu'en général, le photographe essaye de ne pas bouger. C'est une photographie d'un photographe de l'agence Magnum, et donc c'est une photo de guerre. On voit que c'est fait de nuit, le ciel est, donc ça c'est le ciel noir, il y a un mur et il y a un soldat au milieu. Et c'était cette photo ou pas de photo, c'est-à-dire que ce côté flou amène une tension dans l'image qui finalement la rend intéressante, en tout cas aux yeux du photographe qui l'a sélectionnée. Et donc, voilà, c'est pour dire que quelquefois, une photo de mauvaise qualité peut avoir du sens. Et là, ça a vraiment du sens, et j'ai envie de dire que le flou apporte aussi quelque chose. On peut ressentir la peur, enfin voilà. Alors ça, l'effet filet, c'est quand on veut vraiment faire ressentir un mouvement. C'est beaucoup utilisé en photographie de sport, par exemple, où en fait, le principe, c'est de suivre le sujet qui bouge. La difficulté, c'est de réussir à bouger à la même vitesse, son appareil photo à la même vitesse que le sujet. Comme ça, lui, si on est vraiment en parallèle, si on bouge en même temps, il va rester net. Et c'est le décor derrière qui va être l'effet de filet, ça s'appelle. Pour faire ça, il faut une vitesse moyenne, pas trop rapide, pas trop lente, mais là aussi, c'est aussi un peu à tester. Si vous voulez tester ce genre d'effet, c'est bien de choisir un défilé ou un marathon, ou quelque chose où ça passe comme ça, toujours plus ou moins à la même vitesse. Ou à la limite, même des voitures qui passent sur une route. Et comme ça, elles vont toujours plus ou moins à la même vitesse, et vous pouvez tester différentes vitesses, sachant que pour réussir à avoir quand même le sujet net, donc plus le sujet va vite, plus on va devoir mettre une vitesse rapide. Et globalement, j'ai envie de dire qu'autour du 125e, 200e de seconde, on va réussir à avoir cet effet. Si le sujet aussi est flou, alors vous devez mettre une vitesse plus rapide. Alors, voilà une photo d'un classique de la photographie argentique qui s'appelle Henri Cartier-Bresson, qui est une photographie qui a été faite à une vitesse rapide, relativement rapide, pour immobiliser ce mouvement. Donc vous voyez que le personnage a les deux pieds en l'air, et il y a le suspense, c'est ce qui va tomber dans l'eau.
Donc il est un peu en l'air comme ça. Donc pour réussir à faire ces effets-là, il faut mettre une vitesse rapide. Évidemment, à cette époque-là, on n'avait pas des 4 millièmes de seconde sur son appareil photo, et donc on n'est pas à une vitesse non plus très rapide, parce qu'il y a quand même du flou dans le personnage qui bouge un petit peu. Alors une autre photo du même photographe, un portrait du sculpteur Giacometti, où on a ici une vitesse lente, parce qu'on voit bien le mouvement est flouté. Le sujet, le personnage qui est en mouvement est flou. Donc pour faire ce genre d'image, il faut presque utiliser un pied, ou pareil, ne pas bouger du tout, pour réussir à avoir une photo bien nette. Alors, ça me fait penser par rapport aux appareils photo, je voulais rajouter aussi une chose par rapport au type d'appareil photo. Les appareils photo réflexes, ils ont une particularité qui est qu'ils ont un miroir à l'intérieur, qui permet de réfléchir l'image vers le viseur. Donc, quand vous regardez dans le viseur, vous avez l'image de ce qui passe à travers l'objectif. Si vous avez laissé votre capuchon, vous voyez tout noir, par exemple. Et donc, ce petit miroir qui vous permet de voir l'image, donc qui réfléchit l'image vers le haut, il se soulève au moment de la prise de vue, pour que la lumière puisse passer jusqu'au fond de l'appareil photo et aller toucher le capteur. Et ce principe de capteur, de miroir qui va se soulever et se redresser, fait un petit mouvement dans l'appareil photo, ce qui peut faire bouger l'appareil photo quand on est à des vitesses un petit peu lentes. Donc, c'est pour ça, ce photographe, Henri Cartier-Bresson, c'est encore en Argentine, c'est avec un appareil photo compact. C'était aussi l'intérêt de ces appareils, c'est qu'il y avait plus de possibilités de faire des photos avec des vitesses lentes, sans avoir de flou dans les photos. Dû à ce principe. Je vais revenir quand même une seconde, parce que justement par rapport à l'appareil photo, il est sur le réflexe, j'ai oublié cet élément. En fait, ce qu'on appelle un appareil photo réflexe, c'est un appareil photo à visée réflexe. C'est le fait que quand il y a de la lumière qui passe à travers l'objectif, il est réfléchi sur le miroir qui est dans cette position-là, renvoyé vers le haut. Il y a une double réflexion après en haut avec un système de prisme un peu plus compliqué que le simple miroir. Mais le principe, c'est que quand on regarde dans le viseur, c'est exactement l'image qui est réfléchie de ce qui passe à travers l'objectif et qui est remise à l'endroit. Parce que, comme pour l'œil, les rayons lumineux, on se croise dans l'appareil photo, ils se croisent, donc l'image est à l'envers. Donc ça permet de remettre l'image à l'endroit quand on regarde dans le viseur. Et donc la particularité aussi du réflexe, c'est que c'est un appareil où quand on regarde dans le viseur, on a exactement l'image de ce qu'on va photographier, selon l'objectif qu'on a choisi, l'angle, etc. Et donc il y a ce principe, ce fameux clic-clac Kodak, le bruit, c'est le miroir qui va se soulever pour laisser passer la lumière, qui va se traverser. Donc en fait, au moment où vous appuyez sur le déclencheur, vous ne voyez plus la photo, mais ça va tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte. Donc on ne voit jamais exactement l'image qu'on photographie, parce que ce miroir va se soulever et se traverser. Quand je reviens au portrait de Giacometti, on se rend compte que il est flou, et donc c'est une vitesse qui est vraiment relativement lente, que le photographe a sûrement dû faire à main levée, en sachant qu'il a un appareil photo qui lui permet de faire des photos à des vitesses assez lentes, ce qui n'est pas toujours évident. Et ce qui nous permet aussi de voir avec cette photo, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est un exemple de photo où le sujet est flou, mais que c'était voulu par le photographe. C'est l'effet qu'il a voulu faire, où ça fait ressembler le sculpteur à ses sculptures, et qu'il y a un effet de flou qui a été voulu dans l'image. Donc, par rapport à un sujet en mouvement, le fait d'avoir du net ou du flou, ça va vraiment être très important, ce choix-là, quand vous photographiez un sujet en mouvement, ça va être très important en faisant le choix de donner un sens à votre image. Donc si vous décidez de figer le mouvement, c'est vraiment un arrêt sur l'image. Si vous voulez laisser du flou, c'est pour faire ressentir ces effets de mouvement. Donc voilà, à travers ça, à travers le choix de la vitesse, vous allez pouvoir déjà changer beaucoup de choses d'un point de vue esthétique sur votre image. Donc là, on a déjà vu deux des paramètres. Juste pour finir sur la vitesse, si vous photographiez un bâtiment ou un sujet fixe, le fait de changer la vitesse, à part le fait que ça change la quantité de lumière, mais ça, mais sinon le fait juste
de faire des photos à différentes vitesses sur un sujet qui ne bouge pas, alors on ne va pas avoir de différence visuelle. C'est vraiment sur le mouvement qu'on va avoir des différences qui peuvent se faire. Alors le troisième paramètre important, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est le seul paramètre qu'on va régler directement dans l'objectif. Les autres, la sensibilité, c'est dans l'appareil photo, c'est vraiment sur le capteur, et la vitesse d'obturation, cet obturateur, il est à l'intérieur de l'appareil photo, il se trouve dans le boîtier. Le diaphragme dépend de l'objectif. C'est pourquoi il existe différents objectifs à différents prix et de différents... Il y a plein de types d'objectifs différents. Donc l'objectif, c'est deux choses. C'est ce qu'on appelle la focale, donc c'est l'angle, et donc le fait d'être en grand angle. Si je veux vous photographier ici, il faudra un grand angle. Ou en téléobjectif, si je veux pointer, photographier un seul parmi eux. Et donc sinon, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est, on voit bien au-dessus, c'est des petites lamelles comme ça, concentriques, qui permettent de faire un trou plus ou moins gros par lequel passe la lumière. Donc évidemment, si je choisis un diaphragme très ouvert, il y a beaucoup de lumière qui va rentrer dans mon appareil photo. Et si je choisis un diaphragme très fermé, il y a peu de lumière qui rentre dans l'appareil. Le premier réglage, c'est par rapport à la lumière. Vous voyez, donc c'est indiqué, le diaphragme c'est indiqué par un petit F. Et vous voyez, les chiffres sont mis au-dessus, il y a une inversion. C'est-à-dire que plus le chiffre est grand, plus le trou est petit. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est pas forcément quelque chose à retenir, ça permet juste de comprendre qu'il y a une logique derrière ça. Si je prends par exemple le chiffre 8. Un diaphragme de 8, c'est quoi? C'est quoi ce 8? Parce que c'est pas des 8 mm, 8 ceci, enfin il n'y a pas de toujours F8. En fait, c'est le résultat d'une division qui est la division de ce qu'on appelle la distance focale. La distance focale, c'est la distance... La distance focale, c'est la distance entre le diaphragme. Par convention, on dit qu'il est au milieu de l'objectif. Il se trouve toute une série de lentilles. On va dire qu'ils sont au milieu de l'objectif. La distance entre ce diaphragme et le capteur qui se trouve au fond de l'appareil photo. Donc en fait, le temps que la lumière aille jusqu'au fond, si vous voulez, cette distance-là, donc là on va dire qu'on a 200 mm en millimètres. Donc elle dépend évidemment. Si je zoome, je change ma distance focale. Cette distance en millimètres, divisée par le diamètre de mon trou. Le diamètre de mon trou, c'est les constructeurs d'appareils photo qui peuvent dire de combien ils sont. Et bien le résultat, c'est 8. Et donc évidemment, le même chiffre, donc on prend l'exemple de 200 mm divisé par un chiffre relativement grand va nous donner un résultat plus petit. Et si on divise par un diamètre petit, le résultat sera plus grand. Ce qui explique cette inversion. Parce qu'en photographie, c'est une des choses qui souvent emberlificote un peu les gens, c'est qu'on dit ouvrir le diaphragme, fermer le diaphragme, et qu'on ne sait plus par rapport au chiffre. Donc voilà, juste de savoir la raison, ça permet un petit peu mieux. Alors dans vos appareils photo, si vous avez l'objectif souvent qui est vendu en kit, donc qui est vendu tout de suite avec l'appareil photo, vous avez un objectif où la plus grande ouverture que vous pouvez avoir va se situer autour des 3, 5, 5, 6. Alors pourquoi je donne deux chiffres? En fait, souvent vous pouvez zoomer, et en fait vous n'avez pas le même chiffre quand vous êtes en grand angle et en téléobjectif. Ça c'est des questions de construction d'objectifs et de fabrication d'appareils photo, par l'objectif, qui ne permettent pas toujours, quand on zoome, de garder la pleine ouverture de l'appareil. C'est possible sur certains appareils, mais plus cher. Beaucoup plus cher. Donc en général, vous êtes à 3,5 quand vous êtes en grand angle, et quand vous zoomez, vous pouvez ouvrir le diaphragme, donc vous ne pouvez l'ouvrir plus qu'à 5,6. Et les diaphragmes les plus fermés, les plus grands chiffres, c'est souvent autour des 32, 22, 32, ça dépend. Et pareil, quand vous zoomez, vous pouvez aller un peu moins loin. Et vous avez plusieurs chiffres intermédiaires. Mais vous avez moins de diaphragme que de vitesse. Et ça, on y reviendra. Quel est l'intérêt aussi par rapport au choix des modes et la manière de faire la photo, de choisir le bon mode par rapport à cette problématique. Alors, ces diaphragmes. Donc, là, j'ai une échelle qui est de 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, qui étaient les chiffres qu'on retrouvait dans un objectif argentique. En fait, il y a un rapport de 2. Donc, entre tous ces chiffres-là, il y a 2 fois, donc à chaque fois, là, si on change de diaphragme, il y a 2 fois moins de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Et c'est vrai que dans l'appareil photo numérique, on a tous les intermédiaires, donc on ne sait plus trop le rapport entre les diaphragmes. Et on s'y perd un peu.
Là, c'est un rapport de 2, où à chaque fois, c'est des échelles que vous pouvez aussi retrouver facilement sur Internet, et qui vous donnent aussi un petit peu des notions, parce que autant les vitesses, c'est rapide, un 60e, c'est 2 fois plus rapide qu'un 30e, voilà, c'est logique. Autant là, ces chiffres, voilà, ils sont un peu abstraits comme ça, et donc c'est bien de connaître, enfin, d'avoir en tête un peu ces échelles, parce que ça permet de comprendre ces rapports de valeur. Alors, le diaphragme, il est très important, c'est un des paramètres les plus importants. Il va jouer sur une notion qui est la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est une zone dans mon image que j'appelle une tranche. Cette tranche, elle va toujours être parallèle à mon appareil photo. Et cette tranche, elle va pouvoir être plus ou moins large. Exemple, je vous photographie tous ici, où il y a différents rangées. Grâce à la profondeur de champ, je vais pouvoir vous rendre tous nets ou une rangée nette et les autres flous. Et après, choisir quelle rangée je veux nette. Je peux choisir précisément. Ça, c'est après. Mais grâce au diaphragme, je vais pouvoir mettre ou bien tout le monde net, ou bien juste une rangée nette. Ça va jouer sur la quantité de netteté dans l'image. Donc grâce au diaphragme, je joue sur l'épaisseur de ma tranche. Cette tranche, je vais pouvoir la mettre au fond de mon image ou à l'avant de mon image avec la mise au point. Mais c'est avec le diaphragme que je vais régler le fait qu'elle soit large ou étroite. Entre autres avec le diaphragme. Alors, si on regarde la première, donc 3 photos faites avec exactement la même photo, avec 3 diaphragmes différents, et toujours la mise au point en fait sur le premier plan. Celle tout en haut, bon ça c'est fait vraiment avec un diaphragme très ouvert, il faut avoir un objectif un peu spécial qui permet d'ouvrir à 1,4. On voit que l'arrière-plan il est très très flou. Deuxième image, diaphragme un petit peu plus fermé, donc plus on monte en chiffre, plus le trou est plus petit. On va avoir un peu plus de profondeur de champ et on a un petit peu plus de netteté d'air. On est à 5,6. À 16, alors là on va avoir presque de la netteté partout, en sachant qu'il y a des limites optiques, on n'arrive jamais à avoir un premier plan très proche de l'appareil photo net et quelque chose à l'infini qui soit net aussi. Mais en jouant là-dessus, donc en fait, plus vous allez choisir un petit chiffre, plus vous allez avoir une petite netteté. Grand chiffre, grande netteté. Non, c'est le contraire. Donc, plus vous avez un petit chiffre veut dire grande ouverture, petit chiffre, peu de profondeur de champ. Peu de netteté. Et plus vous prenez un grand chiffre, un diaphragme fermé, plus vous avez de profondeur de champ. Plus vous avez de netteté. Je vais vous montrer un exemple par rapport à ça. Alors là, on a un diaphragme très ouvert. Petit chiffre, et c'est ça que je voulais dire, petit chiffre, petite profondeur de champ. Et on s'en vérifie souvent, en fait, c'est quand ça devient automatique. C'est pour ça que j'ai appris qu'il faut pratiquer. Quand ça devient automatique, c'est simple. Mais c'est vrai que quand on met des mots dessus, alors c'est plus compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est juste que c'est inversé. Donc là, on a un diaphragme de 2. Donc vous voyez le petit dessin du diaphragme, il est très ouvert. Okay, diaphragme très ouvert, peu de netteté dans l'image. On a un personnage net, les autres sont flous. Okay. Alors, après, on va pouvoir choisir. On est à F2 ici. À F2, on peut choisir de mettre le personnage B net, mais on aurait pu choisir de mettre le A net ou le C net. Donc, le choix de la profondeur de champ du diaphragme ne va pas jouer sur le fait que la netteté soit proche ou loin, mais juste jouer sur le fait qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup. D'accord? Et donc, au même diaphragme, on aurait pu faire la mise au point tout devant sur le personnage de devant. Et dans ce cas-là, c'est les deux autres qui étaient devant. Ou on aurait pu faire la mise au point sur le personnage derrière, et c'est les deux devant qui étaient devant. Et alors, si on veut qu'ils soient tous à peu près nets, alors on ferme le diaphragme, grand chiffre, grande profondeur de champ. Image pour intégrer ça, c'est une des options importantes. F2, F16. Ok? Alors, voilà une photo, toujours une photo d'Henri Cartier-Bresson, un portrait de Jean-Paul Sartre, où on voit que le diaphragme est très ouvert, petit chiffre, petite profondeur de champ. L'arrière-plan est flou, mais le premier plan est flou aussi. Alors on utilise ça quand on veut isoler son sujet.
quand on veut vraiment le sortir. Bon, là en plus il y a de la brume derrière, donc ça aide pour avoir du flou. Mais voilà, il est bien isolé, on voit bien que c'est un portrait de Jean-Paul Sartre et que le personnage au premier plan, c'est un anonyme, on s'en fiche, il est là juste pour faire le coin de l'image, pour fermer l'image, comme on dit, mais c'est pas lui le sujet. Donc le fait de jouer avec des profondeurs de champ assez faibles, c'est qu'on veut isoler quelque chose par rapport au reste, que le reste soit. Alors, ce principe de la profondeur de champ, en fait, si vous voulez l'exercer, le mettre en pratique, il est un tout petit peu compliqué parce que il y a d'autres choses qui vont jouer sur la profondeur de champ, d'autres que le diaphragme. Si vous faites une photo de paysage, vous êtes loin. Et donc là, la profondeur de champ sera toujours grande, ce qui fait que vous n'arriverez pas à voir l'arbre à 5 mètres net et la montagne à 10 mètres flou et le truc. Donc quand c'est loin, ça ne marche pas. Ça marche pour du portrait et des objets. Donc il faut être, si vous voulez faire des exercices en vous entraînant sur la profondeur de champ, vous devez mettre votre sujet proche de vous, relativement proche de vous. Okay. Donc ça, c'est une des choses qui va déjà faire la différence. Si vous essayez sur des choses loin, ça ne marche pas. Si vous voulez vraiment voir la différence, mettez-vous bien près de ce que vous photographiez pour le voir bien. Le fait de zoomer aussi, ça rapproche le sujet, donc ça permet aussi de mieux voir ces différences de profondeur de champ. Et ça dépend aussi de la taille du capteur, comme je disais. Donc ce genre de choses, ça ne marche pas avec un appareil photo compact, ou très mal. On arrive très mal à avoir du flou derrière. Ou alors, si vous avez un compact et que vous voulez essayer, ce que vous faites, c'est que vous faites un portrait, vous mettez proche de la personne et vous mettez l'arrière-plan assez loin. Et alors vous essayez avec un diaphragme ouvert, donc un petit chiffre et un grand chiffre, vous verrez quand même une différence. Avec les appareils photoréflexes, vous verrez plus facilement la différence. Ça sera plus marqué. Et vous pourrez, de cette façon, oui, pouvoir faire des exercices et comprendre le principe. Quand vous choisissez un diaphragme assez ouvert, après vous pouvez choisir l'endroit où vous faites la mise au point. Si vous entraînez en prenant 3 personnages ou 3 objets, après vous pouvez jouer en choisissant l'endroit où vous faites la mise au point. Donc ça c'est aussi une chose dont je vais parler, vous faire la mise au point et choisir l'endroit où on fait la mise au point. Est-ce que vous avez compris ça le principe globalement? Donc pas comment le mettre en pratique, maintenant je vais vous dire comment faire dans la pratique, mais d'un point de vue théorique. Ouais, ça va. Je crois qu'on faisait le cours en 2 fois, donc on peut faire une petite pause maintenant. Et après, je remets tout ensemble. Et juste un quart. Thérèse? Non, je connais rien, c'est tout Même ça? Non, il était plus celle-là, mais... Ah non, mon père en a raison, c'est bizarre. C'est un quoi, ça, tu as dit? C'est Mais en fait, on va faire quoi avec l'appareil, là? Ils vont montrer que je sais pas. Non, mais en gros, t'as tous les... En gros, ouais, t'as tes réglages dessus, tu vois. Genre, enfin, ça dépend des appareils, mais là, ça règle les ISO, c'est là, et quand tu vas dans les menus, tu peux régler la focale et tout. Et t'as les... Ouais, non, j'ai chopé une chaîne. tu peux t'asseoir. On va quelque chose de là. Ouais, ça va. Il veut pas une place. Mais non, mais non, je dois déranger tout le monde. Ah, ou alors, ce qu'on peut faire, c'est... Non, mais ça... Non, je suis même pas de toi assis comme ça, j'ai peut-être mal comme si je comme ça. C'est toi. Mais bon, après, c'est vrai que la théorie, c'est tellement bien. Justement, qu'on peut trouver ça donne envie d'acheter un réflexe, en fait. Ça juste ça, pouvoir tout régler soi-même.
par exemple, tu vois, ton appareil, c'est pas ça. Des appareils aussi, des objectifs cinéma, par exemple, qui marchent bien, qui ne sont pas trop chers, qui sont de qualité. Il faut minimum 2 objectifs pour avoir vraiment et après, si tu achètes plutôt un objectif fixe, si tu aimes bien, par exemple, un 5 mm, c'est pas mal. Alors là, tu peux en avoir un qui à 1.4. Et donc, c'est pas très cher, c'est moins de 100 €. Voilà, tu as un objectif fixe et ça vaut la peine. Et alors, tu peux choisir un peu en plus. Il existe ces objectifs. Quelquefois, c'est un Macron aussi. Souvent, ils existent avec des boîtiers plus plastique, plus métallique. Et les plastiques, ils sont moins chers et tu ne fais pas tomber. Donc ça vaut la peine. C'est vraiment, ça c'est une question, les gros fonds, c'est vraiment une question de matériel. Tu travailles en JPEG ou en gros? Parce que dans le gros, tu peux après dans le développement encore travailler un peu. Et c'est toujours mieux qu'elle soit à la prise de vue bien réglée. Et après, alors que le JPEG, il faut s'en occuper parce que c'est déjà un peu réarrangé, quoi. C'est déjà travaillé. Et là, on se rend compte qu'elle est éteinte. Et sinon, oui, c'est avec la balance. Non, c'est bon, elle est pas éteinte. Mais tu l'as mis complètement sur le côté? Quoi? Quoi? Non. Non, ça va, en fait, c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien. On coupe? Couper.